Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons aborder ce soir. Un piratage informatique d'une ampleur exceptionnelle a frappé l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Le réseau TCSP tourne toujours au ralenti dans le centre. La collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec l'État et l'Union européenne, lance un appel à projet dont l'objet est la réinsertion des jeunes délinquants. Dans votre avis compte, êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Vos réactions dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la démence, l'AVC et la dépression du troisième âge sont étroitement liées. Si vous développez l'une d'entre elles, le risque d'en développer une autre est donc élevé. La pensée du jour. La personne savante n'est pas celle qui fournit les vraies réponses, mais celle qui pose les vraies questions. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est bon. En Martinique, une nouvelle hausse des carburants entrera en vigueur le 1er mai avec un gazole franchissant pour la première fois la barre des 2 € le litre. Plusieurs organisations syndicales appellent à défiler demain, vendredi 1er mai, à Fort-de-France. Je vous le disais en titre, la collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec l'État et l'Union européenne, lance un appel à projet dont l'objet est la réinsertion des jeunes délinquants. Cet appel à projet intitulé Parcours de la troisième chance, insertion des jeunes sortant de prison et prévention de la délinquance vise à mettre en œuvre des parcours d'accompagnement globaux et individualisés destinés à des jeunes en situation de grande vulnérabilité avant et après leur sortie de détention. Cet appel à projet s'adresse à toute personne morale qui met en œuvre une opération qualifiée collaborative, aux associations loi 1901, aux acteurs publics ou encore aux structures de l'insertion par l'activité économique. Les actions proposées devront couvrir l'ensemble des leviers d'insertion, logement, santé, éducation et formation, accès aux droits, insertion sociale, etc. À travers ce dispositif, ce sont près de 100 jeunes âgés de 16 à 29 ans qui seront accompagnés chaque année, soit 300 bénéficiaires sur la durée totale du projet. Les candidatures sont ouvertes du 30 avril au 30 juillet 2026. L'enveloppe globale allouée à cet appel à projet s'élève à 1 050 000 €, répartie comme suit: Union européenne 892 500 et État CTM 157 500 €. Dans le centre de l'île, les usagers du TCSP devront adapter leurs déplacements dès cette semaine après des dégradations sur des bus à haut niveau de service entraînant une modification des horaires sur les lignes A et B. À Fort-de-France, un procès pour favoritisme impliquant 9 prévenus, dont plusieurs anciens élus de Guadeloupe et de Guyane, s'est ouvert hier devant la juridiction interrégionale spécialisée. Ils sont jugés pour des faits présumés de corruption dans la gestion de marchés publics. La SAMAC lance un appel à manifestation d'intérêt pour repenser l'identité de l'entrée de l'aéroport Aimé-Césaire. Ce projet a pour ambition de concevoir une nouvelle identité visuelle et artistique à l'entrée de l'aérogare en remplacement du dispositif existant afin d'offrir aux passagers une première impression forte et emblématique du territoire qu'ils découvrent.
Au-delà d'un simple aménagement, cette initiative s'inscrit dans la volonté de faire de l'aéroport un véritable lieu d'expression culturelle et de valorisation de la création artistique. L'AMI s'adresse donc aux artistes souhaitant proposer une œuvre originale capable de traduire la richesse et la singularité de l'identité martiniquaise, de marquer symboliquement l'entrée et la sortie du territoire et de s'inscrire durablement et harmonieusement dans l'environnement aéroportuaire. Ce projet revêt une dimension particulière au regard de l'identité même de la plateforme qui porte le nom d'Aimé Césaire. Les propositions attendues devront de manière contemporaine et inspirée faire écho à son œuvre, à sa pensée et à son engagement, tout en dialoguant avec les valeurs d'ouverture, de transmission et d'universalité. Au Robert, une construction en bord de mer suscite l'inquiétude de l'association environnementale Assopamar qui a alerté l'État sur un possible non-respect du littoral, déclenchant des contrôles administratifs. En Martinique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en mars et de 1,1% sur un an. À Sainte-Luce, 3 plaintes ont été déposées après une série de vols à l'arraché visant des promeneurs sur le parcours de santé du littoral. Le centre hospitalier Maurice Despinois a organisé ce mercredi 29 avril sur le site de Mangovulsin une cérémonie de remise de prix à l'occasion du concours interne de création de son nouveau logo. Lancé en novembre 2025, ce concours s'inscrit dans une démarche de renouvellement de l'identité visuelle de l'établissement en cohérence avec son évolution et l'affirmation de sa nouvelle dénomination, Centre hospitalier Maurice Despinois, Psychiatrie universitaire de Martinique. Ouvert à l'ensemble des agents, tous métiers et statuts confondus, ce concours avait pour ambition de valoriser les talents internes et de fédérer les équipes autour d'un projet commun porteur de sens. Les participants étaient invités à proposer une création originale traduisant les valeurs fondamentales de l'établissement, soins, humanité, proximité, excellence et innovation. À l'issue d'un processus de sélection associant un jury institutionnel et un vote interne, 3 créations finalistes ont été retenues. Lors de cette cérémonie, les 3 lauréats ont été mis à l'honneur et le nouveau logo du centre hospitalier Maurice Despinois, dont la mise en œuvre se fera progressivement, a été officiellement révélé. À Grand-Rivière, des travaux de sécurisation des falaises ont entraîné la fermeture partielle de la RD 10 depuis le 28 avril afin de prévenir les risques d'éboulement et garantir la sécurité des usagers. Des députés ultramarins ont exprimé leur colère face à la possible baisse des crédits du logement social dans le budget de l'État 2026. Ils redoutent des conséquences directes pour les territoires comme la Martinique. Un piratage informatique d'une ampleur exceptionnelle a frappé l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, qui gère en ligne les demandes de cartes d'identité, de passeports ou encore de permis de conduire en France. L'attaque, détectée le 15 avril, a conduit le ministère de l'Intérieur à placer le portail de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, en maintenance à partir du 24 avril, et ce jusqu'à nouvel ordre, le temps de renforcer les mesures de sécurité. Pendant cette période, l'accès aux demandes de titres et au suivi des dossiers est donc momentanément indisponible pour les usagers. Selon les premières estimations communiquées par le ministère, environ 11 700 000 comptes auraient été compromis
Il s'agit d'une des plus grandes fuites de données administratives jamais enregistrées en France. Les informations concernées incluraient notamment des données personnelles comme les noms, prénoms, adresses e-mail, date de naissance et parfois même adresse postale ou numéro de téléphone concernant aussi bien des particuliers que des professionnels. Une enquête a été confiée à l'Office anti-cybercriminalité pour identifier les auteurs de l'attaque et comprendre précisément comment les systèmes ont été compromis. Dans l'attente d'un retour à la normale, les autorités recommandent aux usagers d'être vigilants face à d'éventuels mails ou SMS frauduleux exploitant ces données et de modifier leur mot de passe, en particulier s'ils utilisent les mêmes identifiants sur plusieurs services. En cas d'urgence, les démarches liées au titre peuvent être partiellement prises en charge via le centre de contact citoyen de l'ANTS, accessible depuis la rubrique Aide et contacts lorsque le portail sera de nouveau ouvert. Le ministère de l'Intérieur assure que tous les moyens sont mobilisés pour établir le service dans les meilleurs délais et a promis de tenir les usagers informés des suites de l'incident. Dans le cadre des exercices de sécurité civile, en cas de catastrophe majeure, la préfecture de Martinique a organisé hier, mercredi 29, une simulation au centre opérationnel départemental. Ce jeudi, 12 communes participent à un scénario d'éruption de la montagne Pelée avec évacuation. Estimant que le Crous tente de transférer certaines de ses responsabilités sociales vers l'Université des Antilles, cette dernière affirme qu'elle ne détournera aucun fonds public destiné à la formation et à la recherche pour se suppléer aux missions du Crous. L'université ne peut pas financer des équipements qui ne relèvent pas de ses compétences, d'autant qu'elle est étroitement surveillée par la Cour des comptes. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a porté son plafond de financement de la CARICOM de 3 à 5 milliards de dollars américains pour les 4 prochaines années. Pour l'instant, 750 millions de dollars ont déjà été décaissés et les transactions en cours s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars. À l'occasion de la 50e réunion ordinaire de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, le Dr Elombi a déclaré ceci. Nous souhaitons investir dans la valorisation et la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles afin de générer de la richesse locale, de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie, avec des retombées positives sur les recettes et les investissements publics. Cette 50e réunion avait pour thème, au-delà des mots, agir dès aujourd'hui pour une CARICOM prospère et durable. Outre les chefs d'État des pays de la Caraïbe, on a noté la présence de la secrétaire générale du Commonwealth et du ministre d'État aux Affaires étrangères d'Arabie saoudite. L'Afreximbank va intervenir dans le développement des infrastructures de santé à la Barbade, au Guyana et à Grenade, dans des projets touristiques à la Barbade, à Grenade, aux Bahamas et à Antigua et Barbuda, le financement de projets de transformation agricole et d'infrastructures logistiques dans plusieurs pays, la production et la distribution d'électricité, la construction de routes, de centres de congrès et de centres commerciaux à Grenade, en Jamaïque, aux Bahamas et au Suriname. Notons que l'Afreximbank se propose également de soutenir les banques locales au Suriname, à Sainte-Lucie, à Grenade et à la Dominique par le moyen de prêts destinés aux petites et moyennes entreprises. Elle encouragera la participation des entrepreneurs locaux. Elle participe également à la mise en place d'une structuration pour la connectivité maritime et aérienne pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des investissements. Elle veut aussi promouvoir les industries culturelles et créatives par le biais du programme Creative Africa Nexus qui favorise le commerce et le financement entre l'Afrique et les Caraïbes. L'Afreximbank soutient également le Centre du commerce africain à Bridgetown, à la Barbade, et souhaite créer la Banque d'import-export des Caraïbes avec pour objectif de réaliser les investissements stratégiques nécessaires à la transformation des économies régionales.
Le docteur Elombi s'est enfin félicité du système de paiement et de règlement de la CARICOM qui permettra des transactions par-delà les frontières en temps réel et à faible coût. Incontestablement un moyen de renforcer l'intégration commerciale régionale. Rappelons que l'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a été créée en 1993. Elle a pour vocation de financer le commerce et son siège social se trouve au Caire, en Égypte donc. L'Assemblée générale ordinaire de l'UDEM se tiendra le lundi 4 mai à 18h45 à la salle de réunion du restaurant Thibault, premier étage, centre commercial Leclerc, place d'Armes, au Lamentin. La collectivité territoriale de Martinique annonce l'ouverture officielle de la plateforme Europac au début du mois de mai. Dans un premier temps, 3 dispositifs seront accessibles. Modernisation des exploitations agricoles en vue de l'autonomie alimentaire, dotation aux jeunes agriculteurs et installation agricole des nouveaux agriculteurs. Les professionnels ayant effectué une demande provisoire sont invités à procéder à son enregistrement définitif en ligne. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? C'est à vous. Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Non, parce que j'ai 60 ans et ce que je vois, les gens ont toujours été assistés, donc je ne sais pas s'ils vont pouvoir suivre le rythme de l'autonomie, parce que on dépend de la France, donc ce sera très difficile. Et les richesses, on en a, mais c'est la terre et tout, donc c'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. Enfin, souhaiter le tour. Donc, il faut savoir comment on fait, de quoi il s'agit. Parce qu'on ne peut pas signer quelque chose sans savoir ça. Parce que l'autonomie, oui et non, ça dépend. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il faut savoir maintenant là, les gens ne savent pas quoi faire. Tu vois? La vie est dure. L'autonomie, il faut chaque personne doit savoir ça c'est quoi. Il y a personne qui peut dire oui ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ce serait mieux. En tout cas, de point de vue alimentaire, parce que on est soumis à des catastrophes naturelles. Et en cas de souci déjà, rien qu'à ce niveau-là, en cas de souci, il faudrait attendre des semaines pour avoir de l'aide ou pouvoir alimenter la population. Ce serait mieux. Ce serait mieux pour toi. Donc ce serait mieux, oui, ce serait mieux. Êtes-vous partisan de l'autonomie de la Martinique? Non. Pourquoi? Et parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne dirais que non. Je suis pas d'accord, non. Non, on n'est pas prêt pour ça. Oui, parce que je trouve que nous sommes trop enclavés, fermés par rapport aux autres îles. Qu'on soit français, anglais ou espagnol ou autre, il faut qu'on s'ouvre vers les voisins. Qu'il y ait plus de relations parce qu'on se connaît pas vraiment. Mon Dieu. Être indépendant, c'est une bonne chose, bien sûr. Mais il faudra encore avoir les moyens. Et puis, on ne va pas à la guerre comme ça, sans armes, sans munitions. Bon, la Martinique n'est pas encore prête. Je pense que la Martinique n'est pas encore prête à avoir son autonomie. Déjà, il faut être libre dans sa tête, dans son cœur. Il faut que le Martiniquais commence à travailler, mettre un petit jardin chez lui. Et puis, être indépendant, bon, là, pour avoir une voiture, là, c'est plus facile, hein. Après, pour une voiture, pour avoir une maison, c'est encore plus difficile. L'autonomie, je ne pense pas. Nous le souhaitons, ce sont toujours des souhaits qui sont dans notre cœur, mais pour l'instant, non. L'enfant est toujours chez maman, surtout les garçons. Et puis, il faut du courage, beaucoup de courage. Je souhaite aux Martiniquais beaucoup de courage. Hein. Puis,
nous pas aller la guerre, mais il faut savoir de temps en temps avec les armes de la civilisation, les armes du bon droit, voilà, du bon droit, et puis demander quelque chose, mais il faut une aide, quoi. Mais les oiseaux ne laissent pas le nid comme ça. Hein, la maman est là, elle prépare. Donc, je souhaite aux Martiniquais d'avoir cette force-là. Et puis un jour, ma foi, pourquoi pas, il faut être libre dans sa tête. C'est ça, dans son cœur. Voilà. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et nous passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Malgré leur diversité géographique, historique et institutionnelle, les territoires ultramarins portent une histoire commune, celle de l'esclavage, de la traite et de la colonisation qui se prolonge aujourd'hui dans les structures économiques, les rapports de domination et les inégalités qui frappent leurs populations. Toutes font face aux mêmes impasses, des prix structurellement supérieurs à ceux de l'Hexagone, les salaires insuffisants, un chômage massif, des services publics dégradés et une dépendance économique entretenue de longue date. Les chiffres sont sans appel. Dans les DOM, le taux de chômage est au minimum le double de celui de l'Hexagone, 17% à La Réunion, 17% en Guyane, 14% en Martinique et 29% à Mayotte, soit 4 fois la moyenne nationale. Ces écarts ne sont pas les anomalies conjoncturelles. Ils sont le reflet d'une domination économique structurelle que les politiques publiques successives ont systématiquement sous-traitée et à des dispositifs d'exception qui n'ont jamais été faits, ou plutôt qui n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation sérieuse. Face à cette réalité, les organisations CGT des territoires ultramarins n'ont pas attendu. Elles se sont mobilisées, ont produit des analyses pour négocier, ont imposé des mesures d'urgence. Mais elles constatent, aujourd'hui comme hier, que les réponses apportées restent partielles, discontinues et soumises à la bonne volonté des gouvernements successifs. Il est temps d'agir autrement. Fin de citation. Ceci est signé par la CGT Martinique. C'est en ce sens qu'en présence des secrétaires généraux de la CGT Martinique, CGT Mayotte, CGT Réunion et de Sophie Binet, que la CGT nationale, a organisé une conférence de presse le mercredi 29 avril à Montreuil, dans l'approche banlieue parisienne donc. On le sait, Sophie Binet, 44 ans, est secrétaire générale de la Confédération générale du travail. À cette occasion, la CGT nationale, a présenté son plan d'action pour les Outre-mer. Un plan d'action avec 5 axes. Salaire, logement, transport, accès à la santé, pouvoir d'achat. Sophie Binet précise, ce cahier revendicatif s'éveille dans une démarche ascendante qui respecte l'autonomie et l'expertise de nos confédérations. Ce n'est pas le produit d'une direction confédérale qui parlerait depuis Paris. Fin de citation. Ce qui apparaît dans cette affaire, c'est 2 choses. La première, c'est l'absence de représentants de la CGT Guadeloupe et de la CGT Guyane. Ce genre d'absence décrédibilise quelque part ce qui est en train de se passer, comme si ce n'était pas important. Or, important, ça l'est, puisque la CGT au niveau national va faire sienne des revendications portées par les Outre-mer. C'est au-delà des gilets jaunes, et c'est forcément revigorant pour ceux des ultramarins dont le combat est d'être considérés comme des Français comme les autres, comme des Français à part entière. La CGT est un syndicat puissant, et il serait terriblement novateur de voir côte à côte, menant un même combat, les parlementaires ultramarins et des syndicalistes hexagonaux, le monde de la politique et le monde du travail, l'Hexagone menant le même combat que les ultra-périphéries.
En général, ce sont ces dernières, les ultra-périphériques, qui se mettent en grève quand une grève se déclenche au niveau national. Se fera-t-il un jour que les Français hexagonaux descendent dans la rue pour protester contre le mauvais sort fait aux ultramarins dans telle ou telle circonstance? Impossible, diront certains, peu vraisemblable, diront d'autres, mais pourquoi pas, diront d'autres aussi. Après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé s'intéresse ce soir au scalpel. Le scalpel à knife n'a rien de magique. Son principe repose tout simplement sur l'envoi d'un faible courant électrique au moment de la découpe des tissus, ce qui génère de la vapeur. Vapeur ensuite analysée par un spectromètre de masse, c'est-à-dire un gros appareil de la taille d'un réfrigérateur, permettant de reconnaître les molécules qui composent le tissu, grâce à une analyse chimique de sa comparaison à une base de données. Informé en 3 secondes seulement sur la nature du tissu découpé, le chirurgien peut alors prendre la décision de poursuivre l'intervention en enlevant davantage de tissu ou pas. Son geste est encore plus précis. Les premiers tests ont porté sur des tissus provenant de 302 patients opérés de diverses tumeurs. De plus, d'autres tests ont été réalisés sur 91 patients pendant l'intervention chirurgicale cette fois. Et les premiers résultats rapportent que le iKnife est particulièrement précis au point qu'à terme, il pourra peut-être éviter d'envoyer pendant l'intervention des tissus à analyser en laboratoire, ce qui nécessite tout de même 20 à 30 minutes et s'avère très coûteux. Il pourrait surtout éviter les récidives locales dues à l'oubli d'un petit fragment de tissu cancéreux pour le chirurgien. Pour autant, avant d'être commercialisé, le iKnife va encore devoir passer quelques tests à plus grande échelle. Son coût devra aussi baisser. Il est actuellement de 290 000 €. Pour toutes ces raisons, il n'est pas attendu avant 2 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Passez une agréable soirée, excellent week-end prolongé, je vous dis donc à lundi et que Dieu garde la Martinique.